L'Occident peut-il résister avec succès au terrorisme islamiste? Avec les États-Unis semblant se rendre à l'Iran après avoir infligé des coups dévastateurs à son armée, ainsi qu'à ses programmes nucléaires et balistiques, sans parler de l'élimination de la plupart de ses dirigeants lors de frappes menées avec Israël. La question est de savoir si ces armes sophistiquées et ces aviateurs chevronnés et ces soldats aguerris comptent vraiment si les dirigeants américains manquent de volonté ou de patience pour affronter un régime islamiste terroriste capable d'attaquer des navires avec des drones dans le détroit d'Ormuz. Cette semaine, dans Think Twice, avec l'expert militaire le colonel Richard Kemp, nous allons examiner en profondeur la guerre contre l'Iran et nous demander si les États-Unis sont vraiment capables de vaincre leurs ennemis et d'éviter de trahir leurs alliés. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Les États-Unis ont-ils trouvé comment vaincre des ennemis terroristes qui pratiquent ce que les experts appellent la guerre asymétrique? La guerre qui a commencé le 28 février, au cours de laquelle les États-Unis et Israël ont remporté un succès militaire sans précédent, semble s'être terminée sans que Washington n'atteigne aucun des objectifs qu'il s'était fixés au début du conflit. En menaçant la navigation dans le détroit d'Ormuz, le régime de Téhéran a fait grimper les prix de l'essence et a contribué à rendre la guerre si impopulaire aux États-Unis qu'il a réussi à tenir plus longtemps que Washington, avec le président Trump acceptant un protocole d'accord qui accorde essentiellement au régime islamiste une victoire dans la guerre. Alors que les États-Unis peuvent encore changer de cap si, comme cela semble probable, le vice-président J.D. Vance se retrouve dans la position de devoir accepter un accord de paix qui n'est pas meilleur que l'accord nucléaire iranien désastreusement faible de Barack Obama. Ce dénouement déprimant de la guerre soulève d'importantes questions sur la guerre au XXIe siècle et sur la volonté de l'Occident de se défendre. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, et je veux dire en personne. Puisque cet épisode de Think Twice est enregistré au studio JNS à Jérusalem, l'un des principaux experts en guerre, en terrorisme et en stratégie militaire. Le colonel Richard Kemp est un officier militaire britannique à la retraite et commentateur diplômé de Sandhurst, l'Académie militaire britannique. C'est un vétéran décoré de la Première Guerre du Golfe, ainsi que des conflits en Irlande du Nord, en Bosnie, en Afghanistan et en Irak, au cours desquels il a commandé des troupes. Il a aussi été chef d'une équipe internationale antiterrorisme au Comité conjoint du renseignement britannique. Depuis sa retraite, il a écrit et s'est exprimé sur les affaires militaires, le terrorisme et la stratégie. Colonel Richard Kemp, bienvenue à Think Twice. Jonathan Tobin, c'est un plaisir. Je suis à Jérusalem pour la conférence du JNS qui vient de finir et c'était fantastique, vraiment phénoménal. Ceux qui n'y étaient pas ont manqué énormément de choses. Non, je le pense aussi. Nous avons eu beaucoup d'excellents intervenants et ce furent 3 jours de conversation vraiment intéressantes et ininterrompues. Sans oublier, bien sûr, ta présence également. Merci. Eh bien, je voudrais commencer par vous poser une question qui résume un peu notre dilemme stratégique actuel. Par là, j'entends l'Occident, les États-Unis et Israël, pour donner du contexte. Alors, soyez patient un instant. L'une des sessions au sommet, dont nous venons de parler, était animée par le professeur Yuval Steinitz, qui est le directeur de Rafael Industries, l'une des grandes entreprises israéliennes de haute technologie dans la production militaire. Vous savez, vous pouvez voir ce nom sur les intercepteurs du dôme de fer et sur tant d'autres choses. Et il a pris la parole lors de la session où il s'adressait à nous au sujet, vous savez, des avancées technologiques incroyables qu'Israël a réalisées. Comment, selon ses mots, vous savez, le chef de l'armée de l'air israélienne a dit que sans cela, Israël, vous savez, n'aurait rien pu faire. Vous savez, et c'est vrai. Cela a donné un avantage technologique énorme dans la lutte contre l'Iran, tant pour Israël que pour les États-Unis. Mais réfléchissons un instant à ce que cela a entraîné, et soyez patients avec moi. Cela m'a rappelé un cours que j'ai entendu il y a longtemps, lorsque j'étais étudiant en histoire à l'Université Columbia. À l'époque, je suivais un cours sur la stratégie et les conflits mondiaux. Il était donné par un éminent professeur de l'époque, Feu Warner Schelling.
Et Schelling nous a parlé de la supériorité tactique et opérationnelle des Japonais sur les Alliés au début de la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit qu'au moins au début de la guerre, les Japonais avaient de meilleurs avions, vous savez, de meilleurs navires, vous savez, et de meilleurs aviateurs, des aviateurs plus expérimentés. Ils étaient bien plus avancés en termes de stratégies opérationnelles. Ils avaient appris à utiliser les porte-avions différemment des Alliés, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils avaient étudié comment, vous savez, mener des invasions amphibies, ce que les Alliés apprendraient au cours de la guerre. Et en y repensant, mais ce qu'il a dit, c'est que malgré leur énorme supériorité au début de la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient aucune stratégie pour réellement gagner la guerre. À part cela, ils avaient cette idée folle que s'ils lançaient une attaque surprise contre les États-Unis et leur portaient un coup rapide, les Américains abandonneraient, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Donc, cela m'a fait penser à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je veux dire, si nous étions assis à Tokyo, disons en mars 1942, nous aurions pu écouter une conférence comme celle-là sans vouloir manquer de respect, vous savez, la labdil, comme on dit en hébreu, en faisant une comparaison entre le professeur Steinitz et les Japonais de l'époque. Mais nous aurions pu entendre une conférence sur la façon dont les Japonais, vous savez, l'armée impériale et la marine, dominaient totalement les Alliés. Une supériorité totale, comme ils l'ont démontré, vous savez, non seulement à Pearl Harbor, mais aussi aux Philippines, en Malaisie, là où les Britanniques, vous savez, non seulement ont été vaincus, mais ont envoyé 2 grands bâtiments de guerre le long de la côte malaise sans aucune couverture aérienne. Comme si c'était en 1914, et ils ont ensuite été surpris, vous savez, quand ils les ont perdus. Alors réfléchissez-y, je ne veux pas établir une analogie historique trop précise, vous savez, une analogie trop exacte. Évidemment, vous savez, les États-Unis, vous savez, ne sont pas le Japon et l'Iran n'est pas, vous savez, n'est pas les États-Unis ou la Grande-Bretagne à cette époque. Mais il me vient à l'esprit que l'Occident possède d'énormes avantages technologiques, certainement par rapport à l'Iran et à ses auxiliaires terroristes. Mais avons-nous réellement une stratégie pour les vaincre? Parce qu'étant donné que les États-Unis semblent être en train de capituler face à l'Iran en ce moment, si les négociations se déroulent comme il semble qu'elles vont se dérouler, nous ne semblons pas avoir plus de stratégie pour gagner la guerre que les Japonais à l'époque. Je pense que la complexité ici, comparée au théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, c'est l'Amérique qui décidait de la stratégie. Elle était déterminée par le président américain et les généraux. Ici, nous avons 2 pays, principalement 2 pays, qui déterminent quelle va être la stratégie. Et je n'ai aucun doute que le Premier ministre Netanyahou, qui a une stratégie très claire et cohérente, qu'il a probablement développée avant le 7 octobre, certainement depuis le 7 octobre, et nous avons vu cela se dérouler. D'accord, la stratégie a changé, elle a été adaptée, elle a été adapté au changement de la situation. Mais je pense qu'il a une stratégie globale. Les Américains doivent, selon moi, être considérés comme le principal partenaire dans cette relation. Je ne suis pas sûr qu'ils aient une stratégie. Je pense qu'ils avaient une stratégie pour gérer cela, pour gérer l'Iran. Mais je pense que cela a changé. Je pense que les changements politiques et la façon dont la guerre a évolué, je crois, ont en quelque sorte poussé le président Trump à abandonner sa stratégie. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas, et je pense que, tu sais, tu as tout à fait raison de dire que la situation semble très préoccupante en ce moment avec le protocole d'accord. Je pense que le président Trump est capable et a souvent montré qu'il pouvait changer de direction de façon imprévisible, ce qui est une force, mais pas forcément ici. Et nous pourrions voir cette stratégie peut-être revenir sur la bonne voie. Mais je pense que c'est la véritable différence, je pense, entre le théâtre du Pacifique. Et il y avait, vous savez, globalement, si l'on regarde la Seconde Guerre mondiale, il y avait de nombreux problèmes de stratégie. Et c'était en partie parce qu'il y avait des désaccords entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui étaient les 2 principales forces alliées, les 2 gouvernements alliés. Nous avons constaté certains problèmes à ce niveau. Il est, je crois, très facile pour un professeur d'université de définir une stratégie et d'expliquer comment la réflexion stratégique devrait fonctionner. Mais c'est très différent, je pense, lorsque vous êtes réellement confronté à une situation réelle.
qui n'implique pas seulement les combattants sur le terrain. Cela implique aussi l'électorat dans votre pays. Cela implique également de nombreux autres facteurs économiques, par exemple. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il y a le podcast Jonathan Tobin Daily où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Retrouvez l'émission quotidienne Jonathan Tobin Daily Sur la chaîne JNS, où que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison à ce sujet. Évidemment, ces facteurs politiques, en ce moment, ils prédominent. Nous verrons, comme vous l'avez dit, si c'est ainsi que cela se passe. En ce moment, il semble, vous savez, comme je l'ai écrit dans JNS dans une chronique qui vient d'être publiée hier, il semble que J.D. Vance soit en train d'être testé pour son approche de la politique étrangère, et j'ai bien peur qu'en lui confiant la tâche de négocier avec les Iraniens, vous savez, ce soit un cas classique de « attention à ce qu'on souhaite ». Je pense que lorsqu'on parle de stratégie, il manque quelque chose en Occident. Une grande stratégie, y compris pour lutter contre le djihad mondial. Et il n'y a aucune cohérence. Il n'y a même pas de cohérence au sein des gouvernements, et certainement pas entre les gouvernements occidentaux. Oui, je pense que c'est vraiment ce que j'essaye de dire. D'accord. Et ça, c'était quelque chose. Donc nous sortons du contexte de l'Iran lui-même. Mais ça, c'était quelque chose que, vous savez, les puissances occidentales ont développé pour faire face à la Russie pendant la guerre froide, ce qui a finalement été couronné de succès. Même si cela a connu un certain nombre de... Permutation, n'est-ce pas permutation? Du Vietnam à la guerre des étoiles. Exactement. Mais je parlais tout à l'heure de la stratégie par rapport à l'Iran, mais la grande stratégie pour gérer le djihad islamique est complètement absente. Oui, ils sont tout aussi, je veux dire, c'est arrivé. Nous l'avons vu de nombreuses fois auparavant. Les grandes puissances sont déconcertées par la guerre asymétrique. Et c'est un peu ce qu'on vient de voir, vous savez, dans le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est, vous savez, l'un des problèmes qui n'existait pas vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même dans les guerres précédentes et dans certaines depuis. C'est la réticence, la véritable réticence des puissances occidentales à payer le prix nécessaire pour obtenir le succès ou la victoire. Dans ce qu'on pourrait appeler un conflit asymétrique, ou en réalité dans n'importe quel conflit, je pense. Vous savez, je pense par exemple, si vous regardez la Russie et l'Ukraine, je pense que les deux camps là-bas sont prêts à payer le prix qu'il faut, du moins dans une certaine mesure. Mais je ne pense pas que cela existe, par exemple, en Europe de l'Ouest, du tout. Et je pense que cette situation, que la peur en Occident et l'addiction à la paix et au bien-être, ce sont de grandes choses, mais elles ne viennent pas gratuitement. Je pense que cela a vraiment sapé ce qui était considéré comme une alliance militaire très réussie, probablement la plus réussie de l'histoire, l'OTAN. Je pense que la façon de penser actuelle et l'attitude actuelle en Europe de l'Ouest en particulier ont vraiment sapé l'OTAN. Oui. Eh bien, parlons un peu de ce qui s'est passé après le 28 février. La victoire militaire sur l'Iran a-t-elle été vraiment totale? Et les États-Unis et Israël auraient-ils pu garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz si Washington avait décidé de le faire? Ou bien s'agissait-il, comme nous venons de le dire, d'un cas de guerre asymétrique dans lequel les drones iraniens auraient pu continuer à menacer la navigation indéfiniment? Je veux dire, auraient-ils pu résister à un véritable effort concerté des États-Unis pour y remédier? Je ne pense pas qu'ils auraient pu. Non, je pense qu'il aurait été possible d'ouvrir ou de garder ouvert le détroit d'Ormuz. Et les Américains connaissaient évidemment l'importance du détroit d'Ormuz, tout comme les Israéliens. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les Américains n'ont pas envisagé, j'allais dire le Japon, que l'Iran ferme. Je vais te mettre ça dans la tête. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz? C'est évidemment une suggestion ridicule. Ça aurait été la première chose à laquelle ils auraient pensé. Ils ont peut-être conclu que ce ne serait pas nécessaire parce que la destruction qu'ils infligeraient à l'Iran dès le début serait si grande
que l'Iran n'aurait pas la capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Dans ce cas, s'ils l'ont pensé, ils se sont trompés dans leurs calculs, comme nous l'avons vu. Mais je crois qu'il aurait été militairement possible d'empêcher que cela se produise, ou du moins, une fois que cela serait arrivé, de rouvrir le détroit d'Ormuz. Cela aurait probablement nécessité des troupes au sol, pas forcément à grande échelle, ni sur une longue période ou sur une vaste zone, mais une présence limitée de soldats à certains endroits clés qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Mais il est clair, très clair, que les États-Unis n'étaient pas et ne seraient probablement jamais prêts à s'engager avec des troupes au sol dans cette situation. C'est un inconvénient assez décisif si vous essayez de combattre l'Iran. Si vous pensez vraiment que les États-Unis ne vont tout simplement pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Nous parlerons davantage de l'évolution de la situation et de l'issue de la guerre. Mais comme vous le dites, les États-Unis ont certainement la capacité, vous savez, les forces nécessaires pour le faire. Mais je suppose que c'est, vous savez, encore une fois, prendre du recul, adopter une vision plus globale du conflit. Si vous n'avez pas la volonté de vous engager dans ce conflit, comme évidemment, comme vous le dites, l'Ukraine et la Russie, elles sont toutes les deux prêtes à se battre jusqu'à la mort. Les États-Unis ne semblent pas, et évidemment, les Israéliens sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour défendre leur pays, parce que, vous savez, nous sommes ici à Jérusalem. Les soldats israéliens savent pourquoi ils se battent, pour leur foyer et leur famille. Les États-Unis ne semblent pas avoir cette volonté. Et comme vous l'avez noté, l'Europe, vous savez, les alliés européens traditionnels des États-Unis, vous savez, en Occident, y compris la Grande-Bretagne. Des pays qui ne voulaient vraiment pas prendre part à ce conflit. Même s'ils sont aussi menacés par l'Iran que n'importe qui d'autre, ils manquent aussi de volonté. Vous avez tout à fait raison. Et à l'instant, juste avant que nous nous rencontrions, je parlais à un soldat de Tsahal en service qui vient tout juste de sortir du Liban. J'ai parlé à beaucoup d'entre eux, ainsi qu'à des soldats qui ont combattu à Gaza et qui y combattent encore, ainsi qu'ailleurs. Et il m'a dit que, à de très rares exceptions près, chaque Israélien veut se battre et gagner. Ils ne veulent pas, vous savez, ils reconnaissent les dangers que représentent le Hezbollah, le Hamas, etc. Et l'Iran, bien sûr, représente pour leurs familles, leurs amis, pour tout leur pays. Et ils veulent se battre pour gagner. Et je pense que c'est une observation assez frappante, étant donné que cela fait maintenant, 3 ans depuis que cette guerre plus large n'a pas commencé, mais a éclaté le 7 octobre. Et je pense que, vous savez, quand on regarde les sacrifices que les Israéliens ont faits, tant en termes de vies humaines et d'intégrité physique, et bien sûr des emplois et de la vie de famille des gens. Parce qu'Israël... Oui, et Israël, vous savez, dépend tellement des réservistes. Je pense que c'est une observation extrêmement impressionnante, que je ne crois pas que vous trouveriez aujourd'hui en Occident, en Europe de l'Ouest, disons au moins. Et l'autre point que je pense qu'il faut souligner, c'est que les États-Unis, je crois qu'il est beaucoup plus difficile pour un président des États-Unis de prendre des risques tout seul. Dans ce cas, avec Israël, certes, mais sans ses alliés traditionnels, comme vous l'avez mentionné, en Europe de l'Ouest, et en particulier le Royaume-Uni. À part la guerre du Vietnam, nous avons combattu côte à côte avec les Américains dans chaque conflit, et nous les avons soutenus dans chaque conflit. C'est quelque chose que Trump semble avoir oublié parfois. Oui, mais en réalité, depuis la Première Guerre mondiale, et même avant cela, pendant la guerre de l'opium, Oui. et avec la Chine, même si ce n'est pas officiel, mais cela n'existe pas. Et je pense que cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour un président lorsqu'il calcule jusqu'où il est prêt à aller, où sont ses alliés. Et je pense que la partie la plus inquiétante de tout cela, c'est que l'Amérique finance la défense européenne depuis des décennies. Vous savez, pendant que les Européens se sont gavés d'État-providence, la lutte contre le changement climatique, les services de santé nationaux, etc., toutes de très bonnes choses. Le changement climatique n'en fait pas forcément partie, mais les autres, oui. Mais ils ont pu faire tout cela parce que l'Amérique a en grande partie payé pour leur défense. Donald Trump a justement souligné que nous avons subventionné l'Europe, mais où sont-ils quand nous avons besoin d'eux? Oui.
Et je pense que, vous savez, l'analogie ici, je veux dire, nous avons parlé de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Israéliens parlent comme les Américains et je le sais, comme les soldats, marins et aviateurs britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils savaient tous pourquoi ils se battaient et ils n'étaient peut-être pas heureux à chaque instant, vous savez. Ils se plaignaient et les Israéliens se plaignent aussi, mais ils savaient pourquoi ils se battaient. Je dirais, vous savez que le personnel militaire américain que j'ai rencontré ces dernières années, qui sont tous des volontaires, je ne pense pas qu'ils soient réticents, c'est vrai, à faire tout ce qui était nécessaire contre l'Iran. Je me souviens avoir fait une croisière d'entraînement avec l'USS, vous savez, le porte-avions Truman. Et je leur ai posé des questions sur l'Iran, vous savez, l'Iran, à certains aviateurs et aux capitaines. Et c'était comme, nous n'avons pas besoin de l'armée de l'air. On disait, laissez-nous juste nous en occuper. Vous savez, avec quelques groupes aéronavals, on peut faire tout ce qui est nécessaire. C'est pareil pour la Grande-Bretagne. Je ne peux pas parler pour les autres pays européens, mais les soldats britanniques seraient très enthousiastes à l'idée de se battre dans cette situation. Parce que beaucoup d'entre eux ont rejoint l'armée ou les forces armées parce qu'ils veulent défendre leur pays. Et ils comprennent, au moins dans une certaine mesure, la menace que représente l'Iran. Mais la Royal Navy, qui est probablement à son niveau le plus bas depuis Henri VIII, n'est-ce pas? Ils sont extrêmement embarrassés par l'incapacité de la Grande-Bretagne à tenter sérieusement de défendre le territoire souverain britannique à Chypre lorsqu'il a été attaqué. Donc, quand je disais qu'il n'y a pas de volonté en Occident, je pense que c'est bien plus une question de volonté politique que de volonté, oui. C'est la volonté à Westminster, pas la volonté dans les forces armées. Oui, c'est ça. Eh bien, en prenant encore une fois du recul par rapport à la situation tactique, que pensez-vous que seraient les conséquences d'une nouvelle politique d'apaisement envers l'Iran si c'est effectivement ce que les États-Unis finissent par faire? Pensez-vous que les dégâts causés par les États-Unis et Israël ces derniers mois suffisent à tenir le régime islamiste en échec indéfiniment, comme certains le disent? Ou bien un Iran qui peut dire, je suppose à juste titre, qu'il a résisté avec succès aux États-Unis, peut-il raviver ses ambitions d'hégémonie régionale et d'expansion du terrorisme international? Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait. Et les Iraniens sont évidemment très loquaces quand il s'agit d'expliquer comment ils ont vaincu les États-Unis. En réalité, c'est une toute autre histoire. Les États-Unis et Israël ont ensemble dévasté l'Iran. La capacité offensive de l'Iran a été anéantie, dévastée. Cela ne l'a pas totalement détruite, mais les frappes phénoménales, et nous avons entendu Yuval Steinitz en parler, comme vous l'avez mentionné plus tôt, à propos des frappes de précision, même rien que dans les premiers jours de la guerre. C'était sans précédent dans l'histoire de la guerre. La marine n'existe pratiquement plus en Iran. L'armée, ou du moins le corps des gardiens de la révolution islamique, n'existe plus. La majeure partie de la hiérarchie et des systèmes de défense aérienne, etc., ont été pratiquement réduits à des niveaux très bas. Donc ils ont énormément souffert de cela. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, ils ont énormément souffert. Et je pense, cela a retardé certaines de leurs agressions contre Israël et d'autres États de la région pendant un certain temps. La capacité nucléaire, qui est probablement la source de la plus grande inquiétude, a elle aussi été très gravement réduite en miettes, pas complètement détruite, mais en grande partie détruite, bien qu'ils aient encore un peu d'uranium hautement enrichi. Je pense que cela peut être réparé. En fait, toutes ces choses peuvent être réparées avec le temps. Et si on leur en donne la possibilité, elles seront réparées. Et vous savez, peut-être que cela prendra quelques années, peut-être un peu plus longtemps, peut-être un peu moins pour revenir là où ils en étaient avant avec le programme nucléaire, si on leur en donne la possibilité. Donc je pense que l'apaisement de l'Iran, si c'est effectivement ce qui se passe, et tu as raison, je pense, de faire cette réserve, car nous n'en savons tout simplement rien. Nous ignorons ce que Donald Trump fera ensuite. Nous ne savons pas s'il va, à un moment donné, se lasser des réponses de l'Iran, de son manque de coopération, ce que nous allons observer au cours des 60 prochains jours. Et il pourrait peut-être reporter une action jusqu'aux élections de mi-mandat, peut-être même, car évidemment, c'est principalement ce qu'il a en tête. Et, espérons-le, si rien ne s'est passé avant cela, ils reviendront alors au combat avec 2 années sans élection devant lui aux États-Unis.
Mais si cela n'arrive pas, alors c'est un immense danger. Et le principal danger concerne Israël, aussi les États du Golfe, et je dirais qu'il y a aussi un danger secondaire pour le reste du monde. Donc c'est une situation je pense, très difficile. Et Israël, pendant ce temps, doit avoir certaines lignes rouges, je crois. Et ces lignes rouges incluent, sans aucun doute, le maintien d'une zone de sécurité à l'intérieur du Liban et bien sûr s'occuper du Hamas également. Que ce soit simplement préserver et étendre la zone de sécurité actuelle au départ, puis ensuite s'occuper d'eux de manière plus globale. Mais Israël doit avoir ses lignes rouges et doit conserver la capacité de frapper l'Iran quand et si cela s'avère nécessaire. Et quand je parle de la capacité, Israël l'a, mais il faut essentiellement avoir le consentement, ou si ce n'est pas le consentement, être prêt à prendre ses distances avec les États-Unis dans une certaine mesure pour ses propres besoins de défense, notamment en ce qui concerne l'Iran. Et c'est très difficile. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas une situation facile. Et je dirais que le Premier ministre d'Israël doit non seulement s'efforcer de rester en bons termes autant que possible avec le président Trump, il doit aussi penser à sa propre élection qui approche, probablement en octobre. Et c'est quelque chose d'important. Et si je dis cela, ce n'est pas seulement à propos de la situation politique du Premier ministre Netanyahou, mais de ce qui est bon pour ce pays. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment quelqu'un pourrait prendre la place de Netanyahou et faire le travail efficace qu'il a accompli jusqu'à présent contre les ennemis d'Israël. Donc, je pense que pour Israël, il est assez important que son mandat soit « Je ne me permettrai pas de dire aux Israéliens comment voter », mais je ne vois personne dans la politique israélienne qui pourrait s'approcher de Netanyahou pour gérer cette situation très difficile. Oui, je ne crois pas que d'autres aient les mêmes états de service en matière de sécurité. Et je pense que, évidemment, on peut l'aimer, on peut le détester, on peut penser qu'il est là depuis trop longtemps. Mais en fait, je pense que malgré tout ça, les 2 ans et demi depuis le 7 octobre, et vous savez, il doit porter une part de responsabilité pour le 7 octobre parce que c'est arrivé sous sa surveillance. Je crois que ces 2 dernières années et demie étaient son heure de gloire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense, enfin, évidemment, tout le monde peut être remplacé. Eh bien, je crois que c'est De Gaulle qui a dit que les cimetières sont pleins d'hommes indispensables. Oui? Absolument, absolument. Mais d'après ce que je comprends de la politique israélienne, et je dois dire que ma compréhension est limitée, je le considère comme étant, pour le moment, le meilleur homme pour gérer cette situation vraiment difficile. Oui. Parlons de l'un des objectifs qui semblait être implicite dans la guerre, mais qui n'a pas toujours été explicitement énoncé, à savoir le changement de régime à Téhéran. Pensez-vous que cela ait jamais été une possibilité réaliste? Bien que, je dois dire, vous savez, Sir Niall Ferguson, le grand historien britannique, historien britanno-américain, a dit qu'en fait, Israël et les États-Unis ont provoqué un changement de régime en tuant les anciens dirigeants. Et ils ont été remplacés par des personnes qui sont, si c'est possible, encore plus obstinées que ne l'était Khamenei. Oui, je pense que le changement de régime était certainement l'objectif d'Israël. Et je crois que c'était aussi un résultat fortement souhaité de la campagne militaire des États-Unis également. Et il est tout simplement impossible de le dire si vous pouvez ou non obtenir un changement de régime. Et si les choses s'étaient passées un peu différemment dans cette guerre dont nous sommes actuellement en cessez-le-feu, nous aurions pu assister à un changement de régime. Mais ce serait tout à fait possible, et cela pourrait arriver maintenant. Nous pourrions le voir dans un avenir proche. Nous pourrions le voir dans un avenir plus lointain. La chose essentielle, encore une fois, je pense, c'est quel régime remplacera le régime actuel. Comme vous l'avez dit, un changement de régime n'a pas amélioré la situation. Cela n'a peut-être pas été pour le pire, mais ce n'a pas été pour le mieux. Mais c'est très difficile à évaluer. J'ai déjà été impliqué dans la lutte contre un coup d'État en Afghanistan, et les comploteurs qui s'attendaient à renverser le président Karzai avaient une énorme confiance en eux. J'ai vu pas mal de renseignements à ce sujet. Ils étaient extrêmement confiants de pouvoir y arriver. Finalement, ils ont échoué pour diverses raisons.
Donc je ne pense pas qu'on puisse jamais prédire, peu importe à quel point on est bien préparé, peu importe à quel point on se croit malin, peu importe la qualité de nos renseignements, je ne pense pas qu'on puisse vraiment prédire. Il y a trop de variables. Exactement. Tu sais, parlons du Liban. Penses-tu qu'Israël puisse accepter le retour du Hezbollah dans le sud du Liban? T'as dit qu'ils ne peuvent pas, mais si cela fait partie, tu sais, d'une paix ultime, et là on met le mot paix entre guillemets, entre les États-Unis et l'Iran, c'est ce dont on a discuté. Qu'est-ce que cela signifie pour Israël? Et tu sais, est-ce que cela peut être toléré? À mon avis, cela ne peut pas être toléré. C'est probablement la plus infranchissable des lignes rouges qu'Israël devrait avoir, selon moi. Tu sais, j'ai vu la dévastation qui a été causée dans le nord d'Israël. J'ai vu l'évacuation de citoyens israéliens de lieux comme Kiryat Shmona. Et même aujourd'hui, tu sais, alors que la zone de sécurité a plus ou moins été établie dans le sud du Liban, beaucoup de gens ne sont pas revenus à Kiryat Shmona. Tu ne peux pas permettre que des citoyens et des communautés sur ton territoire souverain aient peur de revenir ou soient empêchés de revenir à cause des actions ennemies. Donc, oui. Je pense que c'est le sujet le moins couvert du Moyen-Orient, la façon dont les terroristes du Hezbollah ont essentiellement dépeuplé une partie du nord d'Israël. Et personne dans la presse internationale ne semble penser que c'est même digne d'intérêt, encore moins que cela mérite qu'on s'en préoccupe. Non, parce que je pense qu'ils ont raison de penser cela parce qu'ils ne se soucient pas des Juifs. Ils ne se soucient pas des Israéliens. À leur avis, et quand je dis « ils », je parle de nombreux éléments de la presse, de la communauté diplomatique, de la classe politique, des organisations internationales. Vous savez, le fait qu'Israël ait dû dépeupler certaines parties du sud du Liban est évidemment un crime de guerre à leurs yeux. Ce n'en est pas un, mais à leurs yeux, ça l'est. Le fait que le Hezbollah ait en grande partie dépeuplé certaines zones du nord d'Israël, ça n'a aucune importance parce que ce sont les Juifs, ce sont les Israéliens qui sont des gens terribles. Évidemment non, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Oui. En allant de l'autre côté, sur l'autre front, Gaza, le Hamas reste retranché dans la partie de Gaza qu'il a conservée lorsque le cessez-le-feu a été conclu l'année dernière. Si Israël doit finalement reprendre une campagne pour éliminer les terroristes, comme vous l'avez suggéré, ils devront tôt ou tard agir. Pensez-vous que les FDI ont tiré toutes les leçons nécessaires de la guerre qui a suivi le 7 octobre? Et sont-elles capables de l'éradiquer sans subir de lourdes pertes israéliennes ou également palestiniennes? Des morts civiles entraîneront inévitablement des accusations de génocide, certes fausses, mais présentes malgré tout. Oui, je veux dire, j'ai été à Gaza plusieurs fois depuis le début de la guerre le 7 octobre et j'ai vu l'armée israélienne en action. Je les ai vus en action au combat au premier stade, au milieu et au stade ultérieur. Et il n'y a aucun doute qu'il y a eu des changements phénoménaux apportés aux tactiques et aussi aux procédures, etc., à mesure que l'armée israélienne tirait des leçons. Et je dirais aujourd'hui qu'il n'y a aucune armée au monde qui puisse égaler la capacité des forces de défense israéliennes à gérer une situation de ce genre. Et Gaza n'est pas unique, est différente de beaucoup d'autres choses, mais pas unique. Donc l'idée que, vous savez, le Conseil de la paix puisse mettre sur pied une sorte de force de stabilisation qui serait capable de faire face au Hamas, c'est peut-être très souhaitable, mais ça n'arrivera pas. C'est une illusion. C'est vraiment une chimère séduisante, peut-être. Les seules personnes qui vont s'en occuper, ce sont les FDI. Vous savez, les soldats indonésiens ou les soldats des Émirats arabes unis, aussi compétents soient-ils, ils ne vont pas, politiquement, ils ne seront pas capables, ils ne seront pas engagés à se battre. Et militairement, ils ne pourront pas s'en occuper, ils ne pourraient pas. Personne d'autre ne le pourrait. Seuls les FDI le peuvent. D'autres armées pourraient peut-être le faire avec le temps, avec la bonne formation et l'expérience, etc. Mais pour l'instant, non, il n'y a qu'Israël. Et Israël doit s'en occuper. Je pense qu'on ne peut pas laisser ce problème s'envenimer. Oui, ils sont bien contenus pour le moment. À ma connaissance, ils n'ont pas la capacité d'apporter des quantités significatives de munitions qui ne sont pas déjà là. Il peut y avoir quelques failles dans les défenses, mais rien, je ne pense, de vraiment significatif. Surtout tant qu'Israël contrôle le corridor de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte.
Donc je dirais qu'il n'est pas absolument urgent de dévaster le Hamas maintenant. Ce serait bien, mais ce n'est pas si urgent. Je pense qu'ils peuvent prendre leur temps. Cela peut être replacé dans le contexte d'autres événements au Moyen-Orient. Eh bien, comme certains Israéliens, vous savez, qui sont bien informés, me l'ont dit, vous savez, une guerre à la fois. C'est ça. Vous savez, ils n'ont pas des ressources infinies pour mener plusieurs. Et il y a aussi les considérations politiques, mais aussi votre question de savoir si cela peut être fait sans un grand nombre de victimes israéliennes ou de victimes civiles gazaouis. Je pense que la réponse est probablement oui, c'est possible. Bien sûr, il y aura des victimes, et c'est terrible de dire qu'on peut avoir quelques victimes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on ne peut pas gagner une guerre contre un ennemi mortel sans subir aussi des pertes de son propre côté. Ça n'est jamais arrivé, et je ne pense pas que ça arrivera un jour. Donc, il y aura malheureusement des victimes israéliennes. Israël, je sais que quand ils décideront, si jamais ils décident de s'occuper du Hamas, je pense qu'ils devraient probablement le faire et qu'ils le feront, et qu'ils prévoient probablement de le faire. Progressivement, zone par zone, sur environ 40% de Gaza qui est encore sous le joug du Hamas, et comme ils l'ont fait ailleurs à Gaza, faire de leur mieux pour évacuer la population civile au fur et à mesure, et c'est possible, il est possible d'y parvenir, et donc minimiser les pertes civiles. Mais il y aura, encore une fois, des pertes civiles. C'est ce que veut le Hamas. Ils veulent que leurs propres civils soient des victimes, parce que c'est à peu près la seule façon pour eux de survivre eux-mêmes, en provoquant la condamnation internationale contre Israël et en essayant de dissuader et d'empêcher Israël de les détruire, ce qui est évidemment leur objectif principal. Encore une fois, à cause de le tribunal de l'opinion publique internationale. Donc, mais il y aura des victimes civiles et Israël essaiera de les minimiser. Mais quand on parle de cela, les gens comprennent souvent mal l'idée de proportionnalité dans la guerre. Et, en termes généraux, et je ne parle pas des règles de proportionnalité concernant les affrontements militaires individuels, qui sont assez clairs, mais en termes généraux, il n'est pas nécessaire qu'il y ait proportionnalité. Ce qui doit se passer, la règle directrice doit être qu'Israël détruise l'ennemi qui le menace. Et si de nombreux civils meurent dans ce processus, c'est tragique, c'est terrible, mais c'est une fatalité quand on combat un ennemi qui utilise sa population civile comme bouclier. Comme mentionné plus tôt, veut aussi que ces civils meurent. Oui, je veux dire, ils ont probablement construit ce qui pourrait être, vous savez, le plus grand réseau d'abris antibombes au monde. C'est essentiellement l'équivalent du métro de New York. Mais à Gaza, les abris antibombes sont pour les bombes et les poseurs de bombes, pas pour les civils. Oui, exactement. Prenons un peu de recul par rapport à la guerre. Et je veux vous demander, en tant que personne qui vient ici assez souvent, qui comprend la guerre, qui comprend les implications politiques de la guerre, ressentez-vous un fort décalage entre votre compréhension d'Israël tel qu'il est, la réalité d'Israël que vous visitez, et la façon dont Israël est représenté dans les médias, vous savez, en Occident, et vous savez, si vous lisez, vous savez, les journaux à Londres, ou si vous lisez les journaux à New York? C'est la perception générale, vous savez, et je le vois, vous savez, de nombreuses façons différentes, avec des gens qui, maintenant, présentent Israël comme le théâtre d'un génocide, contrairement à la réalité d'Israël, qui n'a rien à voir avec cela. En fait, c'est tout le contraire. Mais pourtant, cela fait de plus en plus consensus auprès d'une proportion importante et inquiétante de la population occidentale, peut-être même la majorité, certainement en Europe. Oui, et je pense que parler de décalage est probablement encore trop faible, car il ne pourrait pas y avoir de plus grand contraste entre la perception générale du public concernant Israël et ses opérations militaires et la réalité. Mais nous ne devrions pas oublier que ce n'est pas un malentendu et ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas un manque de connaissances. Ce que c'est une campagne délibérée pour délégitimer Israël, qui a commencé en Union soviétique dans les années 1960, avec l'intention spécifique d'utiliser Israël comme une arme contre le Royaume-Uni et les États-Unis au Moyen-Orient. Et l'Union soviétique n'est plus là, mais cette campagne existe toujours. Elle a été reprise par d'autres.
Et vous savez, c'est délibérément fabriqué. Une campagne de guerre politique qui présente Israël sous un jour totalement erroné par rapport à ce qu'il est. Et moi, vous savez, c'est facile de dire, eh bien, nous devrions dire la vérité. Eh bien, nous devrions dire la vérité. Mais je pense que les mensonges continueront de prévaloir parce qu'ils ont été si soigneusement ancrés et fabriqués qu'il est très difficile de les déloger. Mais je pense qu'une chose que je dirais, c'est que lors de la conférence du Jerusalem News Syndicate à laquelle nous venions tous les deux d'assister, j'ai été frappé par le contraste entre Israël et les ennemis d'Israël. Et cela m'est venu à l'esprit lorsque nous avons assisté à un concert phénoménal donné par de jeunes Israéliens handicapés, ce qui a été une expérience extraordinaire à vivre. Et ce que les Israéliens ont fait pour aider les membres les moins favorisés de leur société est remarquable. Même certaines personnes handicapées servent dans les forces de défense israéliennes. Je pense qu'ils sont probablement la seule armée au monde qui recrute des citoyens handicapés afin de contribuer à la défense de leur pays. Mais que fait l'autre camp? Je parlais à quelqu'un, un soldat, l'autre jour, qui m'a dit que son unité militaire était dans une maison à Gaza, occupant une maison que la population civile avait quittée. Et d'ailleurs, avant que quelqu'un dise que c'est un crime de guerre, ce n'en est pas un. C'est parfaitement légitime de faire cela, et nécessaire. Mais il y avait un puits d'accès à un tunnel dans cette maison. Et les personnes dans le tunnel, qu'elles soient du Hamas ou qui que ce soit, je ne sais pas, probablement le Hamas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui entrent dans le tunnel. Ils ont fait sortir une fillette de 3 ans du tunnel en premier pour vérifier si elle serait prise pour cible par les soldats israéliens, pour voir s'il y avait des soldats israéliens sur place. Ils ignoraient sans doute s'il y avait des Israéliens, et une fillette de 3 ans servait d'éclaireur. Je connais de nombreux cas où des enfants handicapés ont été forcés d'avancer. Dans une situation où une confrontation a lieu avec les FDI ou avec la police israélienne, dans l'espoir que ces enfants handicapés soient abattus et tués. Évidemment, ils s'en fichent et ne se soucient pas d'eux. Je ne dis pas ça à la légère. C'est leur mentalité qui ne les pousse même pas à avoir de la compassion pour leur propre peuple. Et donc, ils espèrent que l'armée israélienne ou la police leur tirera dessus. Parce que, bien sûr, c'est un énorme avantage pour la propagande palestinienne. Si l'ennemi, les tueurs sionistes, n'a pas seulement tué un civil, mais un enfant, et c'est un enfant handicapé. Ils utilisent des enfants handicapés et des adultes handicapés pour des attentats suicides. Ça continue. Et je pense que c'est probablement la différence la plus flagrante. Et il faut en quelque sorte déterminer ce qui est juste et ce qui est faux. Et c'est évident pour tout le monde ce qui est juste et ce qui est faux. Et toute personne qui observe ou qui a une quelconque connaissance d'Israël, de ses ennemis et du conflit, doit se ranger du côté d'Israël sur ce point. Sinon, ils prennent le parti du mal. Oui, eh bien, c'est ce qu'ils sont. Ils ont perdu leur boussole morale. Et quand ils accusent Israël de génocide, c'est juste un indice que c'est ce qu'ils veulent faire. Pouvez-vous quitter un instant votre rôle d'expert militaire et nous donner votre avis sur la situation en Grande-Bretagne, votre pays natal? On entend beaucoup parler de la montée de l'antisémitisme, ainsi que des inquiétudes concernant un changement de la culture britannique à ce sujet et sur d'autres questions, en raison de l'immigration de masse et d'autres raisons. Pourtant, en raison de la façon dont le système politique britannique est structuré, la gauche qui a permis l'antisémitisme, selon moi, reste au pouvoir et pourrait continuer à y rester. Que pensez-vous des chances qu'un gouvernement britannique fasse marche arrière sur tout cela et d'un changement politique fondamental? Cela pourrait conduire non seulement à la sécurité des Juifs britanniques, ce qui semble être, vous savez, un objectif, mais aussi à une Grande-Bretagne non-woke. Eh bien, vous dites que la gauche l'a encouragé. Je dirais que la gauche comme la droite l'ont encouragé en Grande-Bretagne. Mais le Parti conservateur est très très coupable. Ils sont au pouvoir depuis de nombreuses années et ils ont vu cette situation se développer. Peut-être qu'ils n'ont pas fait autant que les gouvernements travaillistes pour encourager les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, mais ils ont laissé faire. Voilà pourquoi ils ont été anéantis lors de la dernière élection. C'est une raison majeure. Et je pense que
Je vais faire quelques remarques, mais le premier point que je voudrais soulever, c'est que vous avez mentionné le danger qui menace les Juifs britanniques. Chaque premier ministre que nous avons eu, et ils ont été nombreux ces dernières années, Oui, mais certainement depuis le 7 octobre, nos premiers ministres, quand ils parlent d'Israël, presque, et c'est pareil avec les ministres des Affaires étrangères et tout ça, ils diront presque toujours « je veux parler de ceci, de cela et d'autres choses à propos d'Israël ». Au fait, je viens d'avoir une conversation téléphonique avec le Premier ministre Netanyahou et je lui ai dit de minimiser les pertes civiles et de s'assurer que l'aide parvienne à la population civile à Gaza. Maintenant, ces premiers ministres savent exactement ce qui se passe ici. Ils savent que les FDI font tout leur possible pour gagner tout en minimisant les pertes civiles. Ils savent que les FDI ont fait bien plus pendant le conflit à Gaza que n'importe quelle autre armée n'a jamais fait pour acheminer l'aide humanitaire à la population civile. Ils savent tout cela. Ils ont des gens ici. Ils ont le MI6 ici. Ils ont des officiers militaires ici. Ils ont des diplomates. Ils savent ce qui se passe. Il n'y a aucune confusion. Pourtant, ils continuent de dire cela. Et en disant cela, ce qu'ils disent, c'est Netanyahou et ses troupes tuent délibérément des innocents. Ils commettent des crimes de guerre. Et ils renforcent cela en imposant un embargo partiel sur les armes à destination d'Israël. Maintenant, ils savent que la réalité ne soutient pas ces paroles et ces actions. Mais ils connaissent aussi l'ampleur de l'opinion publique en Grande-Bretagne, en particulier à gauche et parmi la population musulmane, qui croit cela et veut l'entendre. Et ils ne veulent rien entendre d'autre. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne toléreront pas la vérité. Ce serait dangereux s'ils entendaient la vérité. Mais c'est extrêmement dangereux que ces choses soient dites. Je ne dis pas que le Premier ministre britannique doit être le porte-parole d'Israël, loin de là. Mais il a un devoir envers ses citoyens juifs de faire en sorte que la vérité soit diffusée autant que possible pour les protéger. Mais il ne le fait pas. Il jette de l'huile sur le feu avec ses propres mots. Lorsque la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, le Premier ministre britannique, c'était Boris Johnson à l'époque, je crois, a décidé d'adopter une position très ferme en soutien à l'Ukraine. Il savait que cela serait douloureux pour le Royaume-Uni sur le plan économique, à la fois à cause des prix du pétrole, à cause de la quantité de munitions et du soutien que nous envoyons, du soutien financier que nous envoyons à l'Ukraine. Il savait que cela allait être douloureux. Il y a donc eu une campagne d'information gouvernementale délibérée pour faire connaître la vérité sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose de similaire aurait dû se produire concernant Israël. Encore une fois, non pas parce que je veux que nous soyons le porte-parole d'Israël, mais parce que je veux que la vérité soit dite pour protéger les Juifs au Royaume-Uni. Mais le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est bien plus large que celui des Juifs au Royaume-Uni. Quand des Juifs me demandent, ce qui arrive parfois, sommes-nous en sécurité en Grande-Bretagne? Vous savez, ma réponse est, c'est aussi sûr pour les non-Juifs en Grande-Bretagne. Les Juifs sont attaqués, particulièrement en ce moment. Mais les non-Juifs, de larges pans de la population autochtone, sont aussi attaqués. Nous avons eu de nombreux attentats terroristes au Royaume-Uni commis par des djihadistes. De nombreux attentats terroristes ont été déjoués par nos services de sécurité et auraient pu provoquer des massacres. Un rapport publié récemment au Royaume-Uni indiquait que 250 000 jeunes filles blanches avaient été violées à plusieurs reprises par des gangs de violeurs principalement pakistanais opérant à travers le pays. Si l'on remonte aux années 1970, je crois, ou peut-être un peu plus tard, c'est ça, c'est du djihad. C'est un djihad par le viol? Donc nous tous, vous savez, nous tous, pas seulement les Juifs, mais nous tous faisons face à ce que je considère comme une menace croissante. Et la réalité, c'est que le gouvernement britannique actuel, et je pense probablement presque n'importe quel futur gouvernement britannique, ne va pas affronter cela. Il n'a pas affronté ce qui s'est passé, en particulier les viols, jusqu'à présent. Il a en quelque sorte essayé de étouffer l'affaire par crainte d'être accusé de racisme. Mais les mesures appropriées nécessaires pour contrer le djihad qui existe aujourd'hui au Royaume-Uni vont inévitablement entraîner probablement une violence à grande échelle.
Et aucun Premier ministre ne va approuver des mesures qui pourraient mener à cela sous sa responsabilité. Il a 5 ans devant lui, au maximum, et il veut garder ça sous contrôle jusqu'à là. D'ici là, il veut refiler ce problème au gouvernement suivant. C'est une évaluation plutôt pessimiste. Tu penses qu'il y a une chance? Parce que, comme tu dis, tu fais référence en quelque sorte aux natifs, tu sais, à la population indigène. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on parle des Européens d'habitude. C'est vrai. Mais en effet, ils sont la population indigène sur l'île de Grande-Bretagne. Ne voyez-vous aucune chance que quelque chose inverse cette tendance? Je suis très sceptique. Je déteste être pessimiste, mais je suis très sceptique quant à toute solution politique à cela. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que vous savez, l'action radicale nécessaire pour faire face au djihad et pour faire face au nombre croissant d'immigrants qui entrent illégalement au Royaume-Uni chaque jour, principalement à travers la Manche, mais aussi par d'autres routes. Ce genre d'action radicale va causer de gros problèmes, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas possible autrement. Je ne pense vraiment pas qu'aucun Premier ministre ne fera cela. Je pense que, vous savez, il y a des partis un peu plus à droite comme Reform, dirigé par Nigel Farage, et Restore, dirigé par Rupert Lowe, qui disent qu'ils le feront. S'ils le feront réellement, c'est une autre question. Je pense que, vous savez, lorsqu'un politicien s'assoit réellement dans le fauteuil du Premier ministre, les choses paraissent très différentes de l'extérieur. Donc, j'espère me tromper. Je souhaite vraiment me tromper. Mais je ne vois pas de solution politique à cela. Je pense, et je ne veux absolument pas voir cela. Je pense que l'issue la plus probable à ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, à un moment donné, c'est la guerre civile au Royaume-Uni, où les citoyens britanniques décident de faire justice eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de solution politique. Ce serait dévastateur si cela arrivait en Grande-Bretagne. Bien sûr. Comment cela se déroulerait-il? Eh bien, je dirais tout d'abord que cela pourrait être évité par le genre d'action radicale dont j'ai dit qu'elle n'était pas probable. Alors supposons malheureusement que cela se produise. Je pense que nous serions confrontés à une situation pas très différente de l'Irlande du Nord. Quand je parle de guerre civile, je ne parle pas de... Vous avez de l'expérience en Irlande du Nord. J'y étais souvent, trop souvent. Je précise, je ne parle pas de la guerre de sécession américaine, avec des armées en uniforme face à face. Je parle de quelque chose comme l'Irlande du Nord, qui était essentiellement un conflit à 3 parties, si vous voulez, avec le gouvernement, l'armée et la police, qui essayaient de tenir leur position et de maintenir la sécurité dans toute la province. Et puis avec l'IRA et les groupes terroristes républicains associés, ou les organisations catholiques contre l'Ulster Defense Association et les groupes dits loyalistes associés à tendance protestante. C'était donc un conflit à 3 parties qui a duré 30 ans et causé un très grand nombre de morts, aussi bien parmi les forces de sécurité que parmi les civils, et heureusement aussi parmi pas mal de terroristes. Mais je dirais que c'est ce qui va se passer. Nous allons voir le gouvernement essayer de maintenir, évidemment, autant qu'il le pourra, de contenir la violence et de maintenir l'ordre. Et puis, d'un côté, il y aura, disons, la population britannique autochtone, peut-être avec quelques musulmans qui les rejoindront, se rangeant du côté de la population autochtone, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de musulmans pour qui la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est la charia et le djihad en Grande-Bretagne, et ce genre de situation. Donc, certains, et probablement certains Indiens, nous avons beaucoup d'Indiens en Grande-Bretagne. Beaucoup d'entre eux se rangeraient probablement du côté de la population autochtone. Et puis, de l'autre côté, des djihadistes essentiellement, dont le nombre augmenterait, je pense, dans cette situation, comme vous le savez, en supposant qu'une violence généralisée éclate entre les deux camps et probablement aussi de leur côté quelques soutiens de la gauche radicale issue de la population autochtone. Eh bien, c'est une réflexion inquiétante, une vision globale du Royaume-Uni. C'est terrible, et j'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Mais pour l'instant, je ne vois pas qu'il y ait de fortes chances que cela puisse être évité. Eh bien, sur cette note inquiétante, je tiens à vous remercier, Colonel Kemp, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils suivre votre travail? J'ai un site internet qui est richardkemp.com. Je suis sur X, c'est Col Richard Kemp, et sur Instagram, Col_Richard Kemp.
Et je publie des articles dans le Daily Telegraph assez fréquemment, ainsi que dans d'autres journaux nationaux britanniques. Mais à peu près tout ce que vous voulez, si vous avez du mal à dormir la nuit et que vous cherchez quelque chose pour vous aider à vous endormir, vous pouvez aller sur mon site web. Non, je ne pense pas. Je trouve cela très intéressant et j'encourage notre public à vous suivre. Nous voulons aussi remercier notre public. Écoutez chaque jour l'édition de Jonathan Tobin, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. Veuillez nous écrire à thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Petite note de programmation. Nous serons absents la semaine prochaine pour célébrer le 4 juillet, qui marque le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même, et nous nous reverrons bientôt.